Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Clara Chapaz, la directrice de la mission French Tech. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. La French Tech qui a fêté il y a quelques semaines, c'était en octobre, c'est 10 ans. Et c'est bien de rappeler que la French Tech, c'est 20 000 startups, c'est 1 million de salariés. Et ce sont des produits qui sont utilisés par un Français sur 3, évidemment. On pense à Back Market, à Blablacar, à... qui a d'autres? Doctolib. Doctolib, bien sûr, rien qu'avec Doctolib, évidemment. Qui n'a pas utilisé Doctolib? C'est assurément... Il y a des défis, on va en parler, mais c'est une vraie réussite. Le bébé n'a que 10 ans. C'est une vraie réussite. Je pense qu'on peut et on se doit de s'en réjouir. Il y a 10 ans, débutait au ministère de l'économie cette idée un peu folle de se dire on va tout donner, tous ensemble, pour vraiment renforcer, faire accélérer cet écosystème entrepreneurial tech français. Ouais. Les chiffres, vous l'avez rappelé, parlent pour eux-mêmes. Je pense qu'on n'a plus aujourd'hui à vraiment prouver qu'on a renoué avec notre ADN entrepreneurial. C'est peut-être d'ailleurs un des exemples de politique publique qui a le plus duré dans le temps, du lancement en 2013, avec l'impulsion donnée par notre ministre Jean-Noël Barrot depuis maintenant près de 18 mois. On a un soutien incroyable du gouvernement et je crois que quand le gouvernement et les entreprises vont dans la même direction, on peut faire beaucoup de choses. Avec des locomotives, Clara Chapaz, des locomotives de la French Tech, on les connaît, on a cité Blablacar, Doctolib, Sorar, Exotech. Il y en a d'autres, il faut aussi en faire émerger d'autres qui soient des fers de lance. Alors, ça a fait partie, je pense, depuis le début de un peu l'état d'esprit de ce mouvement, de cet écosystème French Tech et de la mission qui nous est confiée de faire grandir cet écosystème startup, de faire émerger des géants. C'est toute l'idée du Next 40. Vous connaissez certainement le Next 40, ce programme qui vise à accompagner les 40 startups les plus développées pour qu'elles entraînent avec elles un écosystème et pour qu'on puisse leur faciliter leur vie administrative, les aider à aller au-delà des obstacles qu'elles puissent rencontrer pour qu'elles se concentrent sur ce pourquoi elles sont là. Vous avez parlé d'Exotech qui crée de la robotique à Lille. On aurait pu citer Verkor qui ouvre une gigafactory à Dunkerque pour produire des batteries électriques. C'est ça finalement cette réussite de la French Tech. Oui, les licornes, évidemment, on les connaît. Après, on a l'image, peut-être fausse d'ailleurs, qu'une start-up, c'est surtout quelque chose de parisien. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai et c'est d'ailleurs ce sur quoi on est aussi très mobilisé. On parle beaucoup des licornes qui sont rentrées dans notre quotidien, les Blablacar, les Doctolib. Vous ouvrez votre téléphone, vous utilisez ces services comme 2 tiers des Français de façon régulière. Mais ce qu'on voit peut-être moins en tant que consommateur, mais qui est tout aussi, voire plus important, c'est l'essor exceptionnel des startups deep tech, donc d'innovation de rupture, qui pour souvent sont industrielles. On a lancé un programme sur les startups deep tech avec le ministre Jean-Noël Barrot qui s'appelle le French Tech 2030, dans la lignée du plan France 2030. Soutenu par le plan France 2030. D'ailleurs, Bruno Bonnel, le secrétaire général à l'investissement, sera d'ailleurs sur Boursorama pour parler des 2 ans. Les 2 ans de France 2030, la semaine prochaine, tout à fait. Dans cette lignée, on travaille avec Bruno Bonnel, avec le secrétariat général pour l'investissement, avec la BPI, qui est un allié clé à SEC French Tech depuis le premier jour, pour accompagner des startups qui vont changer notre quotidien dans le domaine de la santé, de nouvelles énergies, ou encore le quantique et bien sûr l'intelligence artificielle, sur lesquelles la France a une vraie carte à jouer aujourd'hui. Oui, pour que ce soit encore moins parisien, c'est l'occasion de parler de ce programme French Tech Rise, qui a eu lieu d'ailleurs. Alors l'idée c'est de mettre, j'explique un petit peu, de mettre des startups en relation avec des fonds d'investissement qui sont connus de la place, et pour qu'il y ait des levées de fonds qui ne se fassent pas uniquement, là encore une fois, en Ile-de-France. Programme conçu, on le comprend bien, pour un peu rééquilibrer les choses sur le territoire. Mercredi soir, il y avait une vingtaine de startups qui ont pitché devant des fonds d'investissement. Ils ont réussi à lever, j'ai vu 3 ou 4 qui ont réussi à lever des fonds. Tout à fait. En fait, le point commun entre toutes ces startups que je citais, les Verkor, les Exotech, les Insect ou Innovafeed sur la protéine à base d'insectes, c'est que ce sont des startups deep tech et ça ne vous aura pas échappé. Souvent, elles doivent construire une usine et pour ce faire, souvent, elles s'implantent en dehors de la région parisienne. Et ça, c'est un vrai défi et ça a été vraiment dans l'ADN de ce qu'on a fait depuis le début, d'avoir la French Tech et les mêmes chances de se lancer dans la French Tech, peu importe où on se lance. C'est pour ça qu'on a 17 capitales French Tech Marseille, French Tech Lille, French Tech Lyon et j'en passe. Et toutes ces capitales, au cours de ce programme French Tech Rise, nous ont aidé à sélectionner des champions, un champion par territoire. Donc il y en a 20 champions.
sur le thème de la Deep Tech, qui était le thème de l'année, qui sont venus à la rencontre de plus de 60 fonds d'investissement, des grands fonds. Alors combien ils ont levé Alors, ils n'ont pas levé sur place autour d'un coin de table pendant le rendez-vous de Bercy, mais on leur souhaite le même succès que les prédécesseurs de l'année dernière, qui, eux, ont levé 28 millions d'euros suite à cet événement French Tech Rise. Et c'est aussi l'occasion de remettre un certain nombre de prix pour mettre en visibilité ces startups du territoire. Je pense par exemple à Solicaz, qui est un des lauréats d'hier, qui a gagné le prix Impact, qui vient de la French Tech Guyane. On innove aussi notamment dans ce domaine de l'agrotech en Guyane. Et c'est ça la beauté de cette French Tech, c'est qu'elle est partout. Les grosses startups, Clara Chapa, ce sont les licornes valorisées, comme on dit, au moins d'1 milliard d'euros. On en est quoi, 25? J'étais resté à 25, mais c'est pas le... On en est officiellement à 30, mais je pense 31 très bientôt, parce que ça ne vous aura pas échappé, on a une start-up qui est sur une trajectoire éclair, qui s'appelle Mistral AI. On parlait des secteurs stratégiques. Ils ont levé 100 millions, c'est ça? Ils ont levé 100 millions en juin de l'année dernière, et ils seraient sur le point de lever plusieurs centaines de millions d'euros pour continuer à développer ces modèles de langage d'intelligence artificielle ici en France et sur le sol européen. C'est une vraie chance. En fait, je pense que l'intelligence artificielle est un bon exemple de ce qu'on arrive à faire en construisant tous ensemble. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. On a la chance d'avoir Mistral AI, mais j'aurais pu citer aussi du programme French Tech 2030, Photoroom ou encore Dust, des startups qui sont vraiment à la pointe de leur secteur. Et c'est rendu possible, je crois, parce que le gouvernement, depuis 2018, a lancé un certain nombre de plans dédiés à l'intelligence artificielle, renforcé aujourd'hui avec le soutien de France 2030, qui, le premier plan lancé en 2018, a dédié 1,5 milliard de dollars à l'intelligence artificielle. Celui annoncé l'année dernière, 2 milliards de dollars à l'intelligence artificielle. Et on crée cet écosystème où on a à la fois les talents, Arthur Mensch de Mistral en est un très bon exemple, les financements, mais aussi l'investissement dans la recherche publique, l'investissement dans la capacité de calcul, d'avoir créé comme ça toutes les briques qui font qu'on en est là aujourd'hui. C'est un très bel exemple de la réussite de notre French Tech. 100 licornes d'ici 2030, c'est l'objectif du président de la République. C'est jouable? Bien sûr que c'est jouable. Je pense que quand le président de la République, en 2019, avait fixé l'objectif des 25 licornes d'ici 2025, beaucoup, ou en tout cas certains, ont été peut-être un peu sceptiques sur notre capacité à rattraper. On l'a fait. En 2022, on a atteint ce chiffre de 25 licornes. Et ce rattrapage, je pense qu'il est important de le souligner. Vous savez, on est dans une année... un contexte économique un peu difficile. Oui, vous avez raison, j'allais venir. Le contexte a changé, taux d'intérêt plus élevé. C'est plus compliqué d'ailleurs, honnêtement. Aujourd'hui, on sait qu'on a vu les chiffres au premier semestre. La baisse des levées de fonds était de 50% en France au premier semestre. Est-ce que le second semestre est du même acabit? Mieux? On devrait finir l'année à peu près à 8 milliards d'euros levés. Donc une baisse de l'ordre de 40% par rapport à l'année dernière. Ouais. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Ouais. La French Tech a 10 ans, vous l'avez dit, en 10 ans, les levées de fonds dans les startups ont été multipliées par 10. On a des tours de table, on parlait de Mistral, de Vercor qui a levé 850 millions d'euros en septembre, qui montrent que même à cette échelle, sur des secteurs stratégiques, on a vraiment une puissance. Lever 8 milliards alors que les taux d'intérêt ont été multipliés par 4, enfin relevé en tout cas de 4 points de pourcentage. Non mais c'est vrai, il faut peut-être aussi le voir comme ça. Et je pense que ce qu'il faut regarder aussi, c'est deux choses. Un, le nombre de deals. Pourquoi le nombre de deals? Parce que c'est un bon indicateur de voir la fluidité du secteur. Et on voit que ce nombre de deals sera en croissance cette année. On aura près de 7% de plus d'opérations de financement que l'année d'avant. Et il faut aussi regarder comment on se compare. C'est toujours sain par rapport aux autres pays. Mais vous avez raison, c'est un phénomène qui est mondial d'ailleurs. On est les premiers devant l'Allemagne, c'est un phénomène qui est largement mondial, mais on résiste mieux. Et on est les premiers devant l'Allemagne et surtout l'écart avec le Royaume-Uni n'a jamais été si faible. On parle de 8 milliards d'euros pour 2023 en France contre peut-être environ 13 milliards au Royaume-Uni. Rien que l'année dernière, c'était l'inverse, 13 milliards contre 23 milliards. Donc vous voyez bien que ça se rétrécit et on est en place pour pouvoir prendre le leadership. Les valorisations aussi, est-ce qu'elles se sont elles également ajustées à la baisse? Alors, on imagine que oui, je ne sait pas. Je ne vous apprendrai rien, le marché des startups étant un marché privé, on n'a pas d'informations sur les valorisations. Mais je pense que la question, ce n'est pas vraiment finalement celle des valorisations ou des levées de fonds, elle va au-delà, elle va à se dire en fait finalement, en 2023, l'écosystème a 10 ans, qu'est-ce qui reste à faire pour
avancer toujours plus dans cette maturité. On a une initiative qu'on a lancée justement dans ce contexte sous l'impulsion du ministre Jean-Noël Barrot qui s'appelle « Je choisis la French Tech ». « Je choisis la French Tech », c'est quoi? C'est se dire que quand on pense levée de fonds, quand on pense aux investisseurs du moment qui ont vraiment remis le concept de la profitabilité et du chemin vers la profitabilité plus en avant dans l'ordre des priorités qu'il avait pu l'être quand l'argent était gratuit et que les levées de fonds. Et c'est plus sain. Et c'est plus sain, on est d'accord. Mais du coup, la profitabilité, on a un peu deux options, vous allez me dire. On peut couper les coûts, c'est une chose, ou on peut augmenter les revenus. Ce en quoi on croit très fortement avec le ministre Jean-Noël Barrot, c'est de se dire qu'on a un rôle à jouer, nous, l'État, pour accompagner les startups dans cette dynamique de revenus. Et c'est ça, je choisis la French Tech, c'est engager 300 entreprises, mais aussi une petite centaine d'acteurs publics à se dire, je vais faire le choix d'aller non pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation, mais acheter des solutions que les startups créent ici en France. Alors il y a les licornes, mais pour le reste des startups, c'est vrai aussi que, c'est ce qu'on dit, et vous le savez peut-être mieux que moi, que depuis un an, c'est plus compliqué. Il paraît qu'il y a des plans de réduction d'effectifs, des procédures collectives qui se multiplient. La situation est plus difficile pour nos jeunes pousses de la tech. C'est aussi ça. Et c'est un test grandeur nature aussi pour montrer qu'on est en capacité de tenir. Oui, et mon maître mot là-dedans, je pense, sera résilience. Ouais. On ne va pas minimiser que le contexte est plus difficile. Ouais. Je mesure, j'étais hier à Rennes, la semaine dernière à Lille, au contact de cette French Tech qui, je vous l'ai dit, est partout. Je rencontre des entrepreneurs tous les jours, je mesure les difficultés auxquelles ils font face. Il est plus dur, il est plus long de lever des fonds. Ouais. On prend parfois des décisions difficiles sur les effectifs. Cependant, je pense qu'il faut encore une fois prendre un petit pas de recul. Et quand on regarde les chiffres, on parle. La Banque de France a fait une étude qui est sortie en septembre sur les 3000 startups qu'ils avaient en base de données pour un peu mesurer l'effet dont on parle. Ils ont identifié 11 startups en procédure collective, donc de l'ordre de 0,5%. Donc ça reste quand même relativement minime. Encore une fois, je mesure la difficulté rencontrée par ces 11 entrepreneurs parce que quand on croit à son projet, qu'on a envie de le développer, c'est un bébé et c'est des périodes difficiles. Mais le phénomène reste quand même assez limité. Et surtout, je crois qu'il faut, et on l'a bien vu cette année, renouer avec ce qu'est être entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est certes lancer une entreprise comme une autre, donc une start-up c'est une entreprise, soit prospère, mais c'est prendre des risques. Ah, oui. Et d'ailleurs, cet écosystème est souvent financé par ce qu'on appelle du capital risque, donc ça fait partie aussi du modèle. Et je pense que ça serait une erreur peut-être un peu collective de trop jeter la pierre à ces trajectoires qui vont dans ce sens-là, parce que en étant en mesure d'appréhender cette prise de risque, finalement aussi de se dire que dans toute prise de risque, il y a des opportunités, des chemins différents, c'est comme ça qu'on crée un écosystème résilient. Et pour finir sur ce thème, je pense qu'il est important de souligner que ça crée aussi des opportunités pour les startups d'accélérer. De façon un peu étrange certainement, mais il y a des concurrents, peut-être qu'on regardait un peu à l'étranger, qui sont dans ce genre de difficultés. Et si on est bien positionné, si notre écosystème est résilient et mature, c'est tout autant d'opportunités d'accélérer à l'international. Je pense par exemple, il y a eu à peu près 10% d'opérations de M&A de plus au premier semestre par rapport au semestre précédent. Fusion-acquisition. Pour les startups de fusion-acquisition, exactement. Je pense par exemple, on parlait de Doctolib qui a acheté Tanker en Allemagne. On pourrait parler de Malte, une plateforme qui met à disposition des entreprises, des freelances, qui a racheté son concurrent Penta en Allemagne aussi. Vestiaire Collective a racheté son concurrent américain. Prezi. On voit aussi une capacité de ressortir plus fort de cette crise. Bon, le destin d'une licorne, on dit que souvent c'est soit d'être racheté par un grand groupe, soit de finir en bourse. On est sur Boursorama. Il y a des licornes, encore une fois, le contexte de marché est compliqué aussi pour les introductions en bourse en France. Il y a de plus en plus de licornes qui sont prêtes aujourd'hui à aller en bourse, ou c'est trop tôt, même si encore une fois le marché des IPO, l'introduction en bourse n'est pas en grande forme, c'est un euphémisme. Alors, ça allait être ma réponse. Une start-up, c'est finalement une entreprise comme une autre. Je pense que pour toutes les entreprises aujourd'hui, le contexte d'introduction en bourse n'est pas forcément le plus idéal. Ouais. On voit quelques introductions, surtout aux États-Unis, commencer un peu à reprendre. Bon, c'est quand même très sporadique. Je pense à l'introduction de ARM, par exemple. Qui n'a pas été un grand succès. Qui n'a pas été en plus un très grand succès. Et nous aussi, c'est vrai que les licornes qui ont tenté
on va dire, l'aventure de la bourse ont connu des fortunes, même pas diverses, c'est plutôt, c'est pas OVH Cloud, Believe ou Deezer, c'est entre moins 40 et moins 60 par rapport à leur prix d'introduction, donc c'est pas concluant. Hein, je veux dire. Mais c'est d'autant plus du fait de la situation actuelle. Alors, j'ai pas de boule de cristal hein, sur l'économie. Je pense que vous avez, tout le monde a un peu ses opinions, et vous êtes certainement plus expert que moi sur l'économie et ce qui risque de nous arriver en 2024. Mais ça nous laisse le temps de justement construire pour que cette question des exits, qui est fondamentale, trouve un certain nombre de réponses quand les marchés vont réouvrir. Ouais. Le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé, je crois, il y a à peu près un an de ça, 10 licornes françaises en bourse en 2025. Un plan de soutien à l'introduction. Vous y croyez-vous à cet objectif? Ça ne va pas être facile, 10 en 2025, mais bon. On a souvent été étonnés par la résilience et l'ambition de notre écosystème. Voilà, juste quelques secondes, il nous reste, Clara Chapas, pour parler de cet univers où la parité homme-femme est toujours déséquilibrée aussi dans la tech. C'est en train de changer, ça? Trop lentement. Trop lentement. J'ai pas les chiffres en tête, mais j'en ai vu passer. 9% à peu près des entreprises de la French Tech sont fondées par des équipes 100% féminines. Mais quand on regarde en termes de levée de fonds, seulement 3% des montants levés sont captés par des femmes. Donc il y a un vrai sujet. On est très mobilisés sur cette question. On a lancé, il y a maintenant bientôt 2 ans, une initiative qui s'appelle le Pacte Parité pour engager nos fameuses têtes de pont, ces startups les plus développées, dans une dynamique plus proactive sur la parité. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et je pense qu'il est urgent de continuer à se saisir du sujet pour faire avancer les choses. Bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci de passer nous voir. Avec grand plaisir. Clara Chapas, la directrice de la mission French Tech, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. À revoir à 14 h. Merci. Merci.